Bonjour, je m'appelle Emeline Godichaud et je suis ravie de vous accueillir sur Cross Culturel. Ici, on partage des histoires d'expatriation et on décrypte les chocs culturels vécus au quotidien à l'étranger. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode de Cross Culturel, je vous emmène explorer de nouveaux horizons. Pendant un peu plus d'une heure, on quitte la Chine pour partir à la découverte d'un pays à l'exact opposé et auquel vous ne vous attendez clairement pas. Mon invitée, elle s'appelle Marion Charza. Elle a vécu plus de 2 ans une aventure inoubliable en Équateur et elle m'a proposé de venir nous la raconter. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va évoquer énormément de sujets qui, selon moi, sont passionnants. On parle de construction identitaire, de ce que c'est finalement que de se sentir français à l'étranger. Et puis, bien sûr, on parle de cette merveilleuse aventure que Marion a vécue en Équateur, à la fois dans sa dimension personnelle et professionnelle. T'es confortablement installée? Je suis confortable en même temps, dans c'est ton mon canapé. canapé. Bon bah merci beaucoup de dédier du temps pour mon podcast. Plaisir. Plutôt que je te présente, est-ce que tu acceptes de te présenter? Ouais, carrément. Alors moi je m'appelle Marion Charza, enfin Charza Dodé, faut que je m'habitue. Donc je suis mariée avec Clément Dodé. J'habite à Paris, ce qui n'a pas toujours été le cas. Moi j'ai grandi à l'étranger. J'étais fille d'expatriée et du coup voilà, j'ai vécu au Kenya, à Madrid, au Costa Rica, voilà, à chaque fois 4 ans. J'ai commencé ma carrière dans le marketing, dans l'agroalimentaire, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et puis il y a maintenant 3 ans, j'ai opéré un shift de carrière et je suis devenue coach à mon compte. Et donc voilà, aujourd'hui j'accompagne les personnes qui veulent vibrer chaque jour dans leur travail. Des personnes pour qui voilà, le travail c'est plus de la survie, mais c'est justement un lieu de vie, un terrain de jeu. Ouais. C'est ce qui me tient à cœur. Voilà. Tu redonnes aux gens l'envie d'aller au travail tous les matins. Exactement. Et de s'éclater au quotidien. Et sans forcément devoir changer de job, et ça c'est important de le dire. Ouais. Génial, bah écoute, merci beaucoup. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, en fait toi t'as beaucoup voyagé quand t'étais petite, mine de rien. Ouais. T'as dit quoi? T'as dit Kenya? Kenya, donc Nairobi. Ouais. Madrid. Et ensuite Costa Rica, donc la capitale, San José. Ouais. Ce qui veut dire que je suis rentrée en France, j'ai habité vraiment, en tout cas de façon consciente, pour la première fois de ma vie en France à 16 ans. Et ça a été rude pour toi d'être tout le temps à l'international et tout d'un coup arriver en France et On me demande souvent quel pays j'ai préféré. Je dis toujours que j'ai adoré les 3 pays et que le plus dur ça a été de rentrer en France. Mes parents m'ont élevée à la française, donc on parlait français à la maison, j'étais au lycée français, on mangeait français, ça c'était hyper important. Je savais profondément que j'étais française. Et ça c'était hyper important dans la construction de mon identité. Voilà, quand j'étais à l'étranger, j'étais française. Cependant, la France pour moi c'était un lieu voilà, de vacances avec les grands-parents, où on mangeait du bon fromage, où il faisait toujours beau parce que chaque fois que j'allais en France c'était l'été, tu vois. Et... Vision très idyllique de la France. Vision très idyllique de la France qui s'est totalement effondrée à mes 16 ans. Parce qu'à tes 16 ans, vous êtes arrivée en région parisienne? Ouais. Le choc, il est brutal. Le choc est brutal, sachant que mes parents connaissaient pas très bien la région parisienne. Et donc, ils ont choisi de s'installer dans une banlieue ouest et de mettre dans un lycée privé qui était vraiment totalement à l'opposé de ce que je pouvais vivre en plus au Costa Rica. Donc, ouais. Et le gros choc, ça a été un choc culturel. Parce que moi, je venais d'un milieu où je parlais espagnol tout le temps, j'écoutais de la musique du coup, soit internationale, soit latino. En fait, je n'avais aucune Oui, ce que j'allais dire, j'avais aucune référence des gens de mon âge qui avaient grandi en France. Ça, donc, ils me parlaient mais même encore aujourd'hui, je me souviens qu'une fois, genre, on a fait un jeu, le jeu des post-it là, tu sais, ouais. Tu dois... te mettre un post-it sur le front. Et on m'avait foutu un truc et je ne savais pas qui était cette personne en fait. Ah ouais. Donc j'étais là, je posais des questions et je trouvais pas quoi. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, les gars, années 90, acteur, c'est sûr je le connais pas. Ils disaient, mais si Marion, mais tu peux ne pas le connaître.
Et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai retourné positif, je dis bah oui, c'est vrai qu'en fait, comme j'ai pas grandi en France, il y a plein de rêves que j'avais pas. Donc voilà, tout ça mélangé a fait que même en termes de style vestimentaire, le truc très con, mais quand t'es ado, c'est hyper important ton style vestimentaire. Et moi j'étais complètement à la mode latino, donc j'avais des baguilles, j'avais des bijoux en bois dans les oreilles, j'étais pas maquillée. En fait, je venais aussi d'un milieu assez bisounours, quoi, tu vois, genre tu vis au Costa Rica, à San José, donc tes week-ends c'est d'aller à la nature, tu t'as cours que de 7h20 à 14h30 et l'après-midi c'est pour toutes tes activités extrascolaires. Tu vois, et tout d'un coup, t'arrives dans un milieu, je suis arrivée dans un milieu qui était très rigide, où les profs ont dit à mes parents, les activités extrascolaires, c'est fini, en fait, si vous voulez que votre fille, elle fasse des bonnes études, c'est une activité, faut choisir, et c'est une fois par semaine, le samedi, et où tu te retrouves à aller en cours de 9h à 19h, il fait nuit, enfin, tu vois, à 16h, donc tout ça a été un énorme choc, ouais. Et alors, est-ce qu'à partir de là, tu t'es dit, je vais absolument retourner dans un pays hispanophone ou... Alors, il est sûr que moi, dans ma vision de carrière, c'était je ferai comme mon père. Ça, c'est sûr que voilà, ma mère a été mère au foyer pendant longtemps. Donc, la référence pour moi dans le monde du travail, c'était mon père. Et donc, c'est vrai que très rapidement, ce qui se dessinait pour moi, c'était je rentrerai dans le monde de l'entreprise, je gravirai les échelons. Et puis, objectif Comex, quoi. Tu vois, voilà, oui, c'était beaucoup d'ambition. Ouais. Et forcément, la composante internationale, oui, je l'avais parce que je me disais, c'est comme ça que mon père a fait, tu vois. Oui. Enfin, en fait, quand t'as 16 ans, en tout cas moi, je regardais que mes modèles. Oui, normal. Dans le choix de mes études, on a visité avec mes parents, je me souviens, un campus à Madrid. Et finalement, ça s'est pas fait. Non, finalement, ça s'est pas fait. Et je vais te dire, je pense que c'est parce que j'avais besoin de vivre en France, en fait. J'avais besoin de me sentir française. En fait, l'arrivée en France, donc ma première et ma terminale ont été tellement catastrophiques pour moi, tellement dures. J'avais pas beaucoup d'amis, enfin même très peu. Je me sentais tout le temps à côté de la plaque. Et donc je me disais, mais c'est pas possible, c'est mon pays. Il faut quand même que je me sente... Et je pense que j'avais une volonté d'être un peu... parfaite et de briller dans mes études. Ce combiné des deux a fait que j'ai choisi les études les plus françaises que tu puisses faire. Et élitiste, forcément, ça va de pair pour moi. Et donc, j'ai décidé de faire une classe prépa. Voilà. Et je regrette pas parce que ça m'a fait rester en France, je pense que c'était important. Et je me suis fait un très bon groupe d'amis qui sont encore des amis, tu vois. D'accord. Et j'avais besoin, je pense, de ça. J'avais besoin d'avoir une identité, en fait, tu vois, en France. C'était important. Je connais beaucoup d'enfants d'expats qui n'ont pas eu ça. Et du coup, qui aujourd'hui en souffrent. Du coup, on fait des crises aussi, tu vois, identitaires, qui aujourd'hui en souffrent encore, qui changent de pays tous les 6 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans. Ouais. En fait, elles se sentent nulle part chez elles, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi grâce à mes parents qui, au lieu de repartir, tu vois, pour une énième destination au moment où mes frères et moi, on a atteint l'âge de faire des études, ils ont dit non, on va rentrer en France parce que c'est important que nos enfants, ils fassent leurs études en France et qu'ils se sentent français quand même. Au moins qu'ils aient une période de leur vie en France. Après, ils décideront ce qu'ils voudront pour leur futur. Ça, c'est intéressant parce qu'ils ont quand même réfléchi, tes parents ont quand même réfléchi à votre construction identitaire, en fait. Ouais, complètement. Et puis, je pense que nos études étaient importantes pour eux, pour qu'on réussisse avec des guillemets dans la vie. Alors, toi, ce qui t'a fait partir en Équateur, finalement, est-ce que c'est une opportunité comme ça où tu t'es dit, allez, j'y vais ? Ou est-ce que t'as intégré une entreprise dans l'idée, ok, là, je vais être cette VIE qui part en Équateur ? Alors non, je me suis jamais réveillée en me disant, je vais aller vivre en Équateur. Moi, j'ai des souvenirs de me dire, c'est horrible, hein, mais... à quoi sert ce pays en fait. Je me souviens que, parce que donc j'ai fait une école de commerce et j'ai fait un échange universitaire au Chili. D'accord. Donc même quand même dans mon choix d'échange universitaire, c'était déjà très porté sur l'Amérique latine. Je savais que c'était l'Amérique latine, mon choix universitaire. Donc j'ai fait 6 mois au Chili, j'ai étudié, j'ai vécu, enfin j'ai plus fait la fête qu'étudier honnêtement, mais voilà, j'ai bien profité de Santiago et j'ai voyagé du coup avec des copains dans la région. Et je me souviens que souvent on se disait, bon, on aimerait aller en Colombie, on aimerait aller au Pérou, mais c'est quoi ce pays entre les deux là, l'Équateur? J'ai pas le souvenir qu'on en parlait, tu vois. Oui. Donc non, pour moi vraiment, l'Équateur, c'était pas du tout une évidence, quoi. D'accord. Et puis tu sais, tu connais le Costa Rica, mais ça veut pas dire que tu vois, le Costa Rica c'est quand même l'Amérique centrale. Là où l'Équateur, c'est vraiment l'Amérique du Sud, c'est les Andes, ça a rien à voir, c'est vraiment... tu vois, c'est comme si tu comparais la France avec la Roumanie. Enfin, il y a quand même un gap.
voilà, entre les deux, même s'ils parlent la même langue. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand je suis arrivée dans le monde du travail, donc j'ai fini mes études, j'avais eu cette expérience au Chili, j'avais l'envie de repartir à l'étranger, ça c'est sûr. Ouais. J'avais eu un peu une déception parce que je voulais faire mon stage de fin d'études au Chili, j'avais pas réussi à le faire. D'accord. Donc j'avais, une fois de plus, été obligée de rentrer en France. Donc quand j'ai eu mon diplôme en poche, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, ce que je dis toujours. Je faisais du marketing, de la com, ça me plaisait plutôt bien, j'apprenais plein de trucs et tout. Mais moi, je me disais surtout, non, moi, ce que je veux, c'est repartir à l'étranger. Ouais. Donc, j'avais qu'une idée en tête, c'était VIE, parce que j'en avais entendu parler et je m'étais dit, c'est le meilleur format. Voilà. Alors, pour les auditeurs qui connaissent pas le VIE, Ah oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un VIE ? VIE, je trouve que ça porte très mal son nom parce que ça s'appelle Volontariat International en entreprise. Je vois pas ce que ça a de volontaire, enfin voilà, on n'est pas du tout bénévole et tout. En fait, c'est un peu une formule qui est hyper gagnant-gagnant, le VIE, parce que ça permet aux entreprises d'envoyer des jeunes, alors il faut avoir entre 18 et 28 ans, et ça permet aux entreprises d'envoyer des jeunes dans leurs filiales à l'étranger, que ce soit des petites filiales ou des énormes filiales d'ailleurs, ça c'est pas vraiment un critère. Et ça permet aux jeunes d'avoir une expérience à l'étranger sans devoir à chaque fois se taper, de trouver le visa, de trouver l'entreprise qui les connaît pas. Tu dépends du ministère des Affaires étrangères, ça c'est important, oui, donc en fait tu n'es pas payé, t'es indemnisé. Et c'est très encadré. Ça, je trouve que c'est plutôt très bien. C'est-à-dire que l'entreprise peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Ton salaire, ton indemnité d'ailleurs, elle est calculée par Business France. C'est hyper bien pour un CV. Ça, c'est vrai qu'à l'époque, je me disais ça aussi. Dans ma logique très, Comex. Très Comex, exactement. Et c'est encadré, tu vois. Et c'est encadré. C'est pas comme le PPT ou je sais plus quoi là. PVT. PVT. PVT, c'est autre chose. Ouais, c'est pas comme le PVT en fait. Vraiment là, c'est hyper encadré. Tu pars avec ta boîte, tu pars pour ton contrat, tu sais que ça va durer 2 ans. Voilà. Ouais. Après, le gros challenge, c'est de trouver un VIE. C'est ça. Moi, des expériences que j'ai pu voir autour de moi, les personnes qui cherchent un VIE galèrent. Est-ce que toi, t'as recherché un VIE ou est-ce que t'es arrivé dans une boîte qui t'a dit est-ce que t'as envie de faire Non, moi un j'ai VIE? recherché un VIE comme une ouf. Ah ouais. Ouais, moi j'étais en stage de fin d'études et j'étais en mode je vais être au chômage dans 1 mois là. Et moi j'ai cherché comme une ouf et je me suis cassé les dents plein de fois. J'ai failli partir à Budapest. Pour une marque pour l'Illigo et je suis arrivée jusqu'à dernière étape et ils ont pris quelqu'un d'autre et franchement avec du recul je me dis tant mieux, enfin non franchement c'était un mal pour un bien parce que Budapest je sais pas si j'aurais aimé. Quoi? Alors c'est quel en Budapest? l'Illigo ouais mais pour y vivre sous-côté. Non mais pour un week-end génial la destination mais pour y vivre tu vois je sais pas, moi j'aime bien parler la langue du pays aussi. Oui tu vois, alors pour c'est vrai que le hongrois c'est culturellement je me tu t'apprends le hongrois et après ça te sert, enfin tu vois genre et je me sentais pas attirée par ça et en même temps je pense qu'il m'avait pris j'y serais allée mais tu vois tout arrive pour une raison et en fait comme quoi parfois tu cherches et en fait on m'a contactée, il m'envoie un mail, je me souviens j'étais à mon stage de fin d'études, je m'ennuyais comme un rat mort à ce stage de fin d'études de l'enfer. Pas passionnant du tout, donc j'avais que ça à foutre que de chercher mon VIE et là je reçois un mail genre bonjour, nous sommes telle entreprise que je ne connaissais pas, nous allons ouvrir une filiale en Équateur. Voilà le nom de la filiale, que je ne connaissais pas non plus, parce qu'elle existait déjà, ils venaient de la racheter. Nous cherchons quelqu'un pour partir en VIE sur des sujets communication, marketing digital. Est-ce que ça vous intéresse, machin? Et je suis partie 9 mois plus tard, parce que ça a été très long. C'est comme 9 mois, c'est pas très long, crois-moi. Ouais, ça dépend comment tu le vois, bien sûr. Oui, c'est vrai. Non, mais il faut persévérer, quand même, tu vois, le truc. Jusqu'au jour où on m'a dit, ok, c'est bon, go, tu pars en Équateur. Ok. Est-ce que t'avais une image déjà un peu préconçue de l'Équateur avant de partir ou je te dis, à part le pays qui sert à rien, qui est entre la Colombie et le Pérou, je me disais... C'est dur. Ouais, je sais, non mais c'est horrible. J'avais carrément une image préconçue. Tu sais, je vais te dire pourquoi. En fait, donc moi j'ai habité au Costa Rica à San José, mais c'est l'Amérique centrale. Ouais. Et après j'ai vécu donc au Chili, à Santiago. Mais Santiago, c'est une ville presque européenne. Enfin franchement, t'as l'impression d'être à Madrid quand t'es à Santiago. Et j'ai voyagé au Pérou et en Bolivie. Mais si tu veux, j'ai voyagé, tu vois, j'ai pas été dans les villes, je suis pas restée longtemps à Lima, je suis pas restée longtemps à La Paz, parce que c'est quand même les villes qui se rapprochent le plus de Quito, donc qui est la capitale de l'Équateur. D'accord. Et c'est vrai qu'en Bolivie et au Pérou, quand tu traverses les villages et tout, il y a beaucoup d'indigènes qui sont encore habillés, tu vois, traditionnellement. Tu vois leurs coutumes, et puis comme t'es touriste, c'est ce que tu viens chercher, tu vois, donc tu vois ça d'un bon œil, et donc moi je me disais, en fait je vais vivre là-dedans, tu vois. Et donc j'avais quand même l'impression que c'était des pays bien moins développés, tu vois. Donc je me disais déjà, ce sera beaucoup plus pauvre. Ouais.
je vais vivre dans une carte postale en fait. D'accord. J'avais un peu cet a priori parce qu'en plus Quito c'est dans les Andes vraiment, c'est une ville qui est à 2800 mètres d'altitude. Oh. Et donc je me disais en fait je vais être entourée de personnes qui vivent alors pas dans des huttes, faut pas déconner, tu vois. Je savais très bien que c'était une ville, qu'il y avait des autoroutes, qu'il y avait un aéroport, enfin tout ça je savais très bien. Mais je me disais quand même qu'il n'y avait pas forcément de centres commerciaux, qu'il n'y avait pas forcément toutes les marques qu'on avait en Europe. Enfin, tu vois, vraiment que les codes étaient totalement différents et que j'allais être dans un pays avec des gros guillemets un peu sous-développé. Enfin, j'avais vraiment beaucoup d'a priori. Quand j'y repense... T'avais des a priori, mais est-ce que t'avais de l'appréhension avant de partir, ou est-ce que tu es parti les yeux fermés en mode... Non, j'avais pas d'appréhension parce que déjà c'était encadré, comme je te disais. Donc je me sentais en sécurité. J'avais lu que c'était un pays safe. Ouais, d'accord. Voilà, enfin, dans les grandes lignes, quoi. Ce qui s'est avéré vrai ou... Ce qui s'est avéré vrai, ouais. Si tu as les bons codes, si, voilà, on t'a prévenu sur comment prendre un taxi dans la rue, ne pas... Alors, par contre, tu marches pas dans la rue, hein. Enfin, ça, voilà. Ah ouais. Ah oui, donc, alors, moi, c'est vrai que sur l'Amérique du Sud, j'ai beaucoup entendu ça. Faut avoir les codes. Est-ce que tu peux décrypter? On va quand même remettre le contexte. J'y habité de 2014 à 2016. Donc, peut-être que ce que je vais dire a changé, peut-être que, voilà... J'en reparle un peu avec mes copines, parce que je me suis fait pas mal d'amis en Équateur, et... Certains me disent que ça s'est empiré, d'autres me disent c'est pareil, donc bon, hein, c'est toujours subjectif ces sujets-là. Oui, bien sûr. En tout cas, quand tu vas sur le site de l'ambassade, l'Équateur est pas du tout en rouge. D'accord. Je dirais que l'Équateur est un pays safe. Enfin, vraiment, en tant que touriste, tu visites l'Équateur, c'est safe. Il faut juste faire attention aux villes. Et donc, il y a 2 grosses villes qui sont Quito et Guayaquil. Moi, j'ai habité à Quito, donc qui est la capitale. Guayaquil, c'est plus, elle est sur la côte, c'est plus la capitale, on va dire... économique, là où Quito est la capitale plus administrative. Et alors les codes qu'il faut avoir, c'est comment tu prends un taxi, c'est tu marches jamais dans la rue toute seule ou tout seul même, hein, la nuit, jamais, quel que soit le quartier. Ah donc la journée c'est ok mais la nuit non? La journée c'est ok dans certains quartiers. Donc il faut connaître quoi. Les quartiers touristiques en général, aucun problème, genre autour de la cathédrale, autour de la place centrale, le quartier où j'habitais, enfin tu vois moi j'allais faire mes courses quand même à pied. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il fait nuit à 18h, hein, donc tu vois quand je voulais rentrer du taf, parce qu'au début mon bureau était à 20 minutes à pied, j'y allais à pied parce qu'il fait jour à 6h du mat, donc j'y allais à pied sans problème avec mon ordi, mon téléphone, machin. Par contre, comme il faisait nuit à 18h, soit je rentrais à pied avant, et je finissais de taffer chez moi, soit je prenais un taxi pour rentrer, même si c'était 2 minutes de taxi. Ah oui d'accord, et tu trouves un taxi pour 2 minutes de course? Oui, bien sûr. Ah d'accord. Oui. C'est un truc qui se fait. Là on a un peu... Ouais, on est parti dans tous les sens. Oui. Mais non, mais c'est intéressant comme question. Tu vois, j'ai une amie qui a pas du tout respecté les codes de comment prendre un taxi. Bon, bah, elle s'est fait kidnapper, quoi. Oui, c'est pas une petite... Non. Un petit problème, quand même. Non, c'est pas un petit problème. Je le dis, non, mais je le dis moi, quand même. Personnellement, je connais personne qui s'est fait kidnapper. Voilà, j'ai une amie qui est allée courir dans le mauvais parc, dans un quartier qui est quand même pas très safe. Elle est allée courir même en pleine journée. Elle a failli se faire violer. Donc, ouais. Ah oui. Ouais. Donc, il faut quand même faire gaffe. Tu vois, il y a des codes, en fait. Oui. Donc, tu marches la journée, mais dans certains quartiers, tu ne marches pas la nuit. Et quand tu prends un taxi, tu fais gaffe à ce que le taxi, il y ait ça, ça et ça. Enfin, en gros, t'as des trucs à checker. Elle est montée dans un taxi et c'est même pas une voiture jaune, quoi. Donc, déjà, de base, ça n'allait pas, quoi. Ah ouais. Voilà. Alors... Bon, j'allais réorienter la conversation, mais oui, si on ne raconte pas ce qui arrive à ton ami, je pense que les auditeurs vont être un peu frustrés. Tout va bien, non, mes amis vont... mes amis vont très bien. Il y en a une qui a été traumatisée de ouf, qui a même écrit à l'ambassade en disant que c'était inadmissible que Quito soit pas en zone rouge, là où moi j'étais pas forcément d'accord, et même mon autre amie aussi qui allait courir dans le parc, elle était pas d'accord pour dire ça, tu vois. D'accord. En fait, il faut juste vraiment avoir les codes. Pareil, quand tu conduis à Quito, à partir d'une certaine heure la nuit, tu ne t'arrêtes plus au feu rouge. Tu continues, tu vois. Ça, voilà, faut le savoir, quoi. Ouais. Enfin... Alors là, dit comme ça fait vraiment... Ça fait peur. Ça fait peut-être peur, mais en fait, en plus, tu vois, je veux dire, quand t'as de l'argent et que t'es VIE ou que t'es expat ou que t'es un riche équatorien, tu vis dans des résidences sécurisées avec des gardiens de partout. Enfin, à mon époque, en tout cas, moi, je me suis rarement sentie en insécurité à Quito. D'accord. Mais du coup, ton amie, elle a fait comment pour se sortir de ce kidnapping? Elle a dû payer un montant? En fait, non. Je pense que c'était un peu des amateurs... Des kidnappeurs amateurs. Des kidnappeurs amateurs, en fait ils l'ont kidnappée, elle sortait son cours de danse, donc honnêtement elle avait genre $10 sur elle.
parce qu'en Équateur, la monnaie, c'est le dollar. Ouais. Elle avait $10 sur elle et ses chaussons de danse, quoi. Donc, en fait, ils se sont dit, ah, super, on a la petite blanche, et en fait, elle avait rien. Ouais. Du coup, en fait, ils lui ont piqué tout ce qu'elle avait dans son sac, et ils l'ont laissée au bord de la route, dans un quartier, parce qu'il faut savoir que Quito, c'est quand même très, très étalé. Ouais. Dans un quartier où elle connaissait personne, et ils lui ont gazé les yeux, là, ils lui ont foutu du truc, là, ouais. Quel enfer! Voilà, ça c'était le truc dur, parce que, en fait, c'était la nuit, il y avait enfin, elle savait pas où est-ce qu'elle était, et tout, machin. Puis, bon, ouais, si Donc, elle pouvait plus voir en plus. Et en plus, elle pouvait plus voir. Mais écoute, elle a trouvé quelqu'un qui l'a accueillie, qui l'a aidée, qui lui a mis de l'eau sur les yeux et qui l'a aidée à retrouver chez elle. Mais c'est vrai. Ouais, c'est hyper flippant. Hyper flippant, ouais. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais. Et du coup, elle, en fait, après, elle prenait plus de taxi. Tu vois, à chaque fois qu'on sortait avec elle, il fallait vraiment aller la chercher. Ah oui, elle a vraiment été trauma. Ouais, alors que moi, vraiment, je me disais, tant que je respecte les règles, tant que, voilà, quand tu marches dans la rue, tu regardes pas ton téléphone, tu ne sors pas ton téléphone. Ouais. Tu regardes toujours au-dessus. Et ça m'a suivi pendant longtemps, même encore maintenant dans Paris, parfois j'ai les gestes. Tu regardes au-dessus de ton épaule, tu vois, genre, voilà, t'es très conscient, en fait. Donc certains te diront, mais c'est pas une vie de vivre comme ça, tu vois, genre... Peut-être parce que j'étais plus jeune aussi, je m'en rendais pas trop compte, j'étais pas très consciente du danger, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, en effet, je serais en mode, tu vois, si j'avais des enfants, genre, peut-être jamais j'irais vivre à Quito avec eux. Et une fois de plus, je sais pas comment ça a évolué, tu vois, mais en tout cas, moi, vraiment, et pourtant, je prenais le bus aussi, j'ai pris des bus de nuit, tu vois. Ah oui, donc, ouais. Et je peux te dire, on te repère, hein, parce que physiquement, t'es repéré. Enfin, Puis alors toi, pour les auditeurs qui ne regardent pas la vidéo, tu es quand même blonde aux yeux bleus. Ouais, je suis blonde aux yeux bleus et je suis grande. Voilà. Ça, il faut le dire, parce qu'ils sont tout petits là-bas. Oui, c'est vrai que t'es très grande, tu fais combien? Ah, mais je mettais une tête à la majorité des hommes, tu vois. Enfin, j'exagère, mais vraiment, genre, je fais 1m73. D'accord. Il faudrait regarder la taille moyenne d'un équatorien ou d'une équatorienne, mais franchement, c'est quand même pas... Ouais. Oui, donc tu sortais du lot, quoi. Ouais, bah, tout de suite dans la rue, le nombre de fois on m'a parlé en anglais, laisse tomber, je les compte même plus. Enfin, tu vois... Toi, tu répondais en espagnol. Et moi, je répondais en espagnol, très gentiment, en disant que je ne comprenais pas l'anglais. Je disais, lo siento, no entiendo inglés. Et là, ils comprenaient pas, ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Là, il y avait voilà. Mais sachant que, bon, il y a des Équatoriens, moi j'en ai connu, alors c'est un certain milieu social, qui étaient aussi blancs de peau que moi et blonds que moi. Ah, d'accord. Ouais, j'en ai connu, ouais. Ils ont des ancêtres, si tu veux, allemands, hollandais... certains espagnols aussi, et en fait ça s'est jamais mélangé, tu vois. D'accord. Ouais. Ah oui, donc c'est lié à certains milieux, comme tu disais. Oui, complètement, ouais. Ok. En général, c'est les riches. Très riches. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, du coup, on est un peu passé direct sur ton histoire. Je pense qu'il y a tellement de choses à raconter. Ouais, il y a pas mal de choses, ouais. Alors, je vais te demander déjà, est-ce que tu te souviens, parce que quand même ça date un petit peu, des tout premiers chocs, c'est-à-dire là, tu descends de l'avion. Ouais. Quels sont les premiers chocs culturels auxquels tu fais face? Qu'est-ce qui m'a le plus choqué, c'est l'altitude. Parce que 2800 mètres d'altitude, quand tu viens de France, en fait, tu respires pas bien au début. Et ça, c'est le premier truc qui m'a frappé. J'arrive à l'hôtel, je monte 3 marches, je suis essoufflée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée à ce point-là. Et en fait, non, c'est l'altitude qui te prend direct, quoi. Tu vois, tu respires pas bien. Ah, d'accord. Ouais, mais ça du coup, tu t'y fais en fait avec le temps, ton corps s'habitue. Ça, tu t'y fais, mais sauf qu'en fait, oui, ton corps s'habitue très rapidement et à l'inverse se déshabitue très rapidement. Donc tu rentres en France et tu cours comme une gazelle. Et quand tu reviens en Équateur après 3 semaines de vacances en France, à nouveau, il faut que tu te réhabitues, tu vois. D'accord. Ouais. Ça, c'est la première chose dont je me souviens. La deuxième chose dont je me souviens, c'est que Quito, t'es donc dans la montagne et t'es entouré de montagnes. D'accord. Et les gens se repèrent avec les montagnes. C'est ouf. Ah d'accord. Donc, là où à Paris tu pourrais te dire je me repère selon la Tour Eiffel, j'en sais rien, ou la Seine. Ou la Seine, ouais. La Seine plutôt, ouais. Eux ils se repèrent avec les montagnes. Donc ils te disent bah attends, le nord, là le Cotopaxi, donc qui est le grand volcan à côté de Quito, c'est le nord, donc ok on est par là, tu vois. Ah ouais. En l'occurrence c'est le sud, le Cotopaxi, mais bon bref. Ça met en lumière quelque chose, c'est que en fait la culture dépend aussi de la géographie du pays, quoi. Complètement. Et là en l'occurrence, leur façon de se localiser, c'est... À Quito, attention, parce que l'Équateur c'est un pays qui fait les 3/4 de la France en taille. D'accord. Et qui est composé à l'est l'Amazonie, donc là t'es à 0, enfin t'es pas en altitude, mais t'es dans un climat très humide, enfin l'Amazonie comme on l'imagine, quoi. Voilà, ensuite t'arrives dans les Andes qui traversent le pays au milieu. Là, tout de suite, tu montes en altitude. Donc, Quito est dans les Andes, t'es à 2800 mètres d'altitude. Donc là, c'est en effet un climat de montagne. Ouais. Avec une saison des pluies, quand même, il faut le dire. Et ensuite, tu arrives sur la côte, à l'ouest.
Et là, tu redescends à 0, et là, c'est les Caraïbes, en fait. Enfin, genre, c'est le Pacifique, quoi. Donc là, il fait très chaud, c'est très humide aussi, et t'es sur la côte. Voilà. Et les îles Galapagos appartiennent à l'équateur aussi. D'accord. Ça, c'est la 4e région du pays, où il fait très chaud et plutôt très humide aussi. T'as eu l'occasion de voyager dans ces différentes régions. Ouais. Et est-ce que t'as vu des différences culturelles entre les personnes du même pays? Mais bien sûr, de ouf. Comme nous, on a des différences entre Paris et Marseille, tu vois. Donc les 2 grandes villes, comme je te disais, c'est Quito et Guayaquil. Quito, c'est vraiment les Andes, c'est des gens de la montagne, c'est des gens qui sont... Là, je force le trait, hein, vraiment. Ouais. C'est des gens plutôt austères, dans le sens plutôt froid au premier abord, entre guillemets, avec des gros guillemets. Guayaquil, c'est la ville donc de la côte. C'est une ville où il fait très chaud, où les gens sont beaucoup plus exubérants, beaucoup plus latinos, même physiquement. Oui. Les Andins, donc les gens de Quito, sont beaucoup plus droits, tu vois, ils ont moins de forme, tu vois, ils sont peut-être moins grands déjà, et beaucoup plus, comment on dit, trapus. D'accord. Là où à Guayaquil, les gens vont plus avoir de forme, de seins, t'es vraiment, les femmes vont être plus pulpeuses, c'est 2 mondes. Alors là, je force le trait, hein, oui, vraiment, évidemment. Mais oui. Et donc, tu vois, moi j'ai adoré vivre à Quito, je pense que j'aurais détesté vivre à Guayaquil. Ah ouais? Ouais. Et il fait très chaud à Guayaquil, c'est très lourd, il y a beaucoup plus de violence, je crois, dans cette ville historiquement qu'à Quito. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais le côté des gens plus accessibles, peut-être, ça t'aurait pas aidé dans l'intégration? Ouais, mais en même temps, plus expressif, mais je sais pas, il y avait un côté un peu peut-être plus violent qui, moi, me plaisait moins. Je suis pas beaucoup allée à Guayaquil, moi. D'accord. Tu vois, Quito, par exemple, c'est une ville où, oui, les gens me remarquaient. Ils voyaient que physiquement, j'étais différente et tout, mais je me suis jamais beaucoup fait emmerder, en fait, à Quito. Tu vois, on me sifflait pas beaucoup dans la rue, on me klaxonnait pas et tout. Par contre, Guayaquil, à balle, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais. Un peu lourd. Un peu comme au Chili. Ouais, vraiment, genre lourd, en fait, tu vois. Mais ce côté un peu exubérant, un peu, tu vois. Ouais, d'accord. Une fois de plus, je force le trait, hein. Vraiment, je veux pas froisser personne si jamais il y a des Équatoriens qui nous écoutent. Mais moi, c'est mon expérience, en tout cas, vraiment, tu vois, Quito, c'est peut-être qu'il y avait un côté plus réservé chez les gens, peut-être plus froid ou plus distant, mais moi, ça m'allait, quoi. Ouais. Tu vois, parce que les hommes, en fait, en tout cas, me respectaient, quoi. Enfin, ou m'abordaient pas à n'importe quel prix, quoi. Est-ce que tu te souviens des premières difficultés auxquelles tu as fait face en arrivant? Parce que bon, il y a le fait que t'aies du mal à respirer et tout ça. Ouais, en fait, je dirais que ce qui était difficile, ça a été de construire des amitiés avec des Équatoriens. Ah ouais? J'y suis arrivée, hein. Mais c'est vrai que la première année, mais ce qui est normal, je pense que c'est partout pareil, hein. J'avais le sentiment... Alors, j'avais des amies françaises, mais je me disais, je suis pas venue pour ça. Et ouais, c'était long, en fait. Vraiment, de me faire des amis, tu vois. J'étais hyper bien accueillie. J'ai été invitée à un nombre de soirées, même à des week-ends, hein. Franchement, il y a des gens qui me disaient « Ah, ce week-end, on va à la montagne, on va visiter une cascade. Tu viens ?» Je dis « Bah ouais, grave. » Un jour, il y a une nana comme ça, c'est une pote de pote, qui me dit « Ce week-end, je vais avec des copains voir une cascade, tu veux venir ?» Et je me suis retrouvée avec 10 Équatoriens, je connaissais personne. Et trop sympa, tu vois. Mais pour autant, après, aucune nouvelle de personne, quoi. En fait, ils vont hyper accueillants, et t'inclure, mais par contre, derrière, il n'y aura pas forcément de suivi. Il n'y a pas de suivi, ouais. Et alors, l'autre truc qu'il faut dire, c'est que les Équatoriens sont très famille, tu vois. C'est hyper important, la famille, pour eux. Sauf que, moi, la famille est très importante aussi. Et donc, c'était difficile, ça, parce que le dimanche, ils sortent en famille. Ah oui. Ah ouais, le dimanche, tu vas dans les restos, il n'y a que des familles, en fait. Ah oui, ça c'est dur quand t'es toute seule, ouais. Ouais, ça c'est un peu dur. Toutes les fêtes religieuses, les vacances, tout ça c'est en famille en fait. Donc... Ils sont très croyants en Équateur ? Ils sont très croyants, ouais. Ouais. C'est un pays qui est catholique à 100%. Mm-hmm. Franchement, c'est pas 100, c'est peut-être 90. Mais oui, c'est une religion, c'est la religion même. Tu vois, t'as des Vierges Marie partout, des Christ partout. Enfin, quand tu viens de France, enfin... Moi, ça m'a pas choquée parce que je connaissais un peu déjà des pays comme ça, mais il y avait une usine là où je travaillais, et il y avait la statue d'une Vierge Marie dans l'usine. Ah oui. Et les ouvriers, ils passaient devant, ils se signaient, et ils continuaient leur chemin, ouais. Ah oui, donc c'est quand même très croyant comme ça. C'est très croyant, t'arrives à la mairie, t'as le Christ qui est accroché. D'accord. Ouais, c'est complètement assumé. Ok. Tu parlais des amitiés à l'instant, tu dirais que t'as mis combien de temps à avoir tes premières amitiés ? Ça a mis combien de mois peut-être ? Ça a mis 1 an, exactement. 1 an. Ouais. Il y a eu une personne que j'ai rencontrée qui a tout débloqué. D'accord. C'est-à-dire qu'avant elle, je connaissais des potes, je sortais, j'allais en week-end, c'était cool, tu vois, mais je me sentais quand même profondément seule.
D'accord. Enfin, tu vois, putain, j'ai pas de confident, enfin, équatorien, hein. J'avais Oui. une très bonne amie française, mais bon, équatorien, non, tu vois. Et donc je me disais, ça se trouve, ce sera peut-être pas, voilà, ça se trouve, ce sera comme ça pendant 2 ans, mais bon, du coup, tu te sens pas vraiment chez toi, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, au bout d'1 an, j'habitais dans un immeuble qui était incroyable d'ailleurs, parce qu'il était au milieu des montagnes, et tout mon salon, c'était une baie vitrée qui donnait sur la vallée. Oh, quel bonheur. Au 12e étage, j'habitais. D'accord. Et vraiment, en dessous de l'immeuble, c'était littéralement une vallée, quoi. Une vallée, quoi. Ça descendait comme ça. La première fois que je suis rentrée là-dedans, j'avais le vertige de ouf. J'ai fait une bêtise, j'aurais jamais dû. Mais la vue était tellement majestueuse. Enfin, je me suis jamais lassée de cette vue. Et donc, un jour, je sais pas, je prends l'ascenseur et je vois que ma voisine est en train d'emménager. D'accord. Et je vois toute sa famille, machin et tout. Et je me dis, ah tiens, j'ai une nouvelle voisine. Elle me dit bonjour, machin. Et une semaine après, on se retrouve dans l'ascenseur et elle se met à me parler en anglais. Where are you from? J'étais no hablo inglés. Donc je lui dis, je suis française et tout. Et en fait, cette fille donc s'appelle Maria Paz, ou Pass. Et c'est devenu une de mes meilleures amies. Encore aujourd'hui, tu vois, elle est venue à mon mariage en France. Elle vient cet été une semaine à Paris avec son fils et je vais l'accueillir. Enfin, voilà. Ah, c'est incroyable. Et en fait, ça a changé toute mon... Tu vois, comme quoi une personne, ça peut changer toute ton expérience d'un pays. La semaine d'après, elle m'écrivait je vais à une soirée. Est-ce que tu veux venir? Je me retrouve à une soirée lunaire avec un mec qui a des orchidées qui descendent d'un plafond. Et tout de suite, on connecte. Et en fait, on est voisines. Ouais. On était voisines, donc en fait, on passait notre vie ensemble. Tous les soirs, elle allait chez moi. En plus, à l'époque, on fumait toutes les deux comme des pompiers. Donc, on passe des soirées entières à cloper, à boire. Pas forcément du vin, mais genre des tisanes, machin. Parce que c'est un autre truc qu'il faut savoir, c'est que les Équatoriens ne dînent pas. D'accord. En fait, ils mangent une collation genre à 16h. Et après le dîner, ils prennent juste une petite tisane avec un petit truc. Ils ont pas faim? Ils prennent des gros petits-déj. D'accord. Le petit-déj là-bas, tu sais, t'es levé à 6h du matin. Donc le petit-déj là-bas, c'est énorme. Le déj, énorme. Ok. À 16h, je te dis, ils prennent une collation. Et donc elle m'invite pas souvent à dîner, puisqu'elle elle est pas dans cette culture-là, mais elle m'invite à manger un petit truc et boire une petite tisane. Et ça finit à discuter pendant des heures et des heures. Et c'est devenu genre ta meilleure pote? Et c'est devenu ma meilleure pote qui m'a présenté tous ses potes, qui m'a présenté sa famille. Donc les dimanches ou les fêtes religieuses où je me retrouve seule, genre Pâques, qui en plus moi qui suis pratiquante aussi, catholique, c'était un peu dur, tu vois, de me retrouver seule à Pâques et tout. Elle m'invite dans sa famille. Je mange du coup vraiment aussi comme eux ils mangent pour Pâques. Et je rencontre toute sa famille, tout le monde me parle en anglais, à chaque fois ça loupe jamais, c'est trop drôle. Et elle me présente tous ses amis, qui aujourd'hui certains sont encore aussi des amis, tu vois. Tu vois, une personne et tout s'aligne, ouais. Voilà. Et on fait plein de trucs ensemble, on fait des randos, voilà, génial. Alors, t'as quand même évoqué à l'instant un sujet que je trouve assez intéressant. Tu disais donc ils sont très croyants. Ouais. Et par exemple pour Pâques t'as été invitée. Ouais. Noël, je sais pas si tu es rentrée en France ou... Noël, je suis rentrée en France une fois et l'autre fois ma famille est venue. D'accord. Mais trop mignon, genre la famille de ma pote Passe, ils nous ont fait un repas de Noël. Ah, génial. Parce que j'allais te demander comment est-ce qu'ils fêtent ces grands événements Nouvel An, il y a un truc qui m'a marqué. Nouvel An, ils font des immenses poupées en papier mâché. Ou alors ils les achètent, mais l'idée c'est de la faire. Et ils les brûlent pour le Nouvel An. Ah ouais? Ouais, pour commencer l'année sur de bonnes bases, quoi, en fait. Et donc, en fait, le 30... Je sais pas, il doit y avoir des incendies au moment du Nouvel An. Mais ouais, le 31 décembre, dans la nuit du 31 au 1er, en fait, ils brûlent... Il y a plein de petits... Je me souviens qu'on était à Cuenca, donc qui est la 3e ville du pays. Et il y avait plein de petits feux un peu partout. Et en fait, c'est pour laisser partir les mauvaises énergies et pour commencer l'année d'un bon pied, bon oeil, quoi. Et après, ils ont aussi des lanternes qui partent dans le ciel, là, comme ça. En fait, ce qui est assez ouf aussi, ça c'est ma pote Maria Paz qui en plus est anthropologue, elle me l'a expliqué, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup de... Comment on appelle ça? De mélange, en fait, entre les traditions indigènes qu'ils avaient à la base et la religion catholique, en fait, qui est arrivée bien après, forcément, puisqu'ils ont été colonisés. D'accord. Et en fait, du coup, ils ont une façon de mélanger les deux. Par exemple, je sais pas, genre, tu regardes leurs églises, ils ont des sortes de gargouilles, mais avec des animaux de l'Amazonie, tu vois. Ah, c'est génial. Ou alors, ils vont faire le carnaval, tu vois, par exemple, qui est aussi un truc qui se fête dans la religion catholique.
Ils vont utiliser les sorcières de l'ancien temps, ils vont s'habiller, tu vois, d'une certaine façon comme dans leurs anciennes traditions, quoi. Ouais, Voilà. donc aujourd'hui, leur culture, c'est un mélange entre les deux, quoi. Ouais, alors après, ça dépend si t'es citadin, tu vois, comme dans tous les pays, évidemment. Oui. Mais c'est juste que ma pote Marie-Basse, pour le coup, elle travaillait beaucoup avec des zones rurales. Et elle voyait vraiment ce syncrétisme, c'est ça le mot que je cherchais, ce syncrétisme religieux, elle le voyait vraiment. Là où quand t'habites à Quito, c'est comme quand t'habites à Paris, t'es plus dans une grande ville, donc tout ça est un peu lissé, Oui. un peu, voilà, d'ailleurs il y a moins de croyants à Quito que dans le reste du pays, enfin, Ouais. voilà. Mais elle, c'est vrai qu'elle me racontait ça. Et puis forcément, le moment donc, important dans ces pays-là, et aussi en Équateur, c'est la Semaine Sainte. D'accord. Là où en France, nous, on travaille toute la semaine avant Pâques, et puis on a le lundi de Pâques, ce qui est un peu bizarre dans la tradition catholique d'avoir le lundi de Pâques, puisque Pâques est déjà passé, donc Ouais. à moins que tu en aies besoin pour te reposer, voilà. Et en fait, eux fêtent, comme en Espagne, la Semaine Sainte. Donc c'est une semaine où en général, ils travaillent pas. Alors ils n'ont pas beaucoup de vacances, hein, ça il faut le savoir, tu vois. Voilà, comme ils ont beaucoup de combien pays. de vacances par an? Ils ont 2 semaines. Ah oui, ouais, c'est classique. Et quand t'es en VIE, tu sais comme moi que tu as 5 semaines. Oui. Comme les Français. Ouais. Ça pouvait créer un peu Des tensions. un petit déséquilibre, ouais. Et donc en général, ils ont la Semaine Sainte. Et la Semaine Sainte, elle est pas si sainte que ça. Ça picole, je veux dire, là tu prends la voiture, faut faire gaffe où tu vas. Il y a des coins où tu vas pas la Semaine Sainte parce qu'en fait ça va être la teuf toute la semaine et voilà. Et pareil la semaine du carnaval. C'est vraiment les 2 moments un peu, voilà, donc avant carême et après carême. Et donc, et dans Quito, j'étais allée avec cette fameuse amie aussi, on est allé voir les processions où là vraiment ils vivent la passion du Christ, quoi. Hein, vraiment, ils portent. Donc celui qui forcément fait le Christ, qui l'incarne, c'est l'honneur suprême. Et il porte la croix, il tire la croix, il est, houspillé par la foule. Enfin, tu vois, ils revivent le truc. Hein. Ah d'accord. Ouais. Mais tu vois, il a les lauriers. Enfin, c'est vraiment, il y a vraiment, voilà. Et puis après, ils ont tous un rôle, quoi. Voilà. Et puis, comment on appelle ça ? C'est des processions. Donc, ils portent aussi, des chariots avec les statues de la Vierge. Enfin, vraiment, c'est impressionnant, quoi. Ils vivent le truc. Et puis, en plus, tout ça, c'est dans les rues du centre historique de Quito, qui est hyper beau. Enfin, vraiment, si vous allez un jour en Équateur, si tu vas en Équateur, c'est magnifique. C'est un centre-ville vraiment à l'espagnol, tu vois, à l'ancienne. Voilà, c'est avec des sortes de maisons un peu avec des balustrades de couleurs, avec des patios intérieurs, des places avec des églises. Je sais pas combien d'églises il y a à Quito, mais c'est incroyable le nombre d'églises qu'il y a dans cette ville, tu vois. Enfin, c'est hallucinant. Et voilà, et donc cette procession, tu te retrouves au milieu de ça, de cette ambiance très, très pieuse, tu vois. C'est assez fou. Ils vivent vraiment le truc. En habitant là-bas, en Équateur, est-ce que t'as pris des habitudes locales que t'as gardées en France ? Ouais, je pense qu'il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, moi, dans mon expérience en Équateur, c'est la notion de temps. Leur relation au temps. Parce que, alors je me suis arraché les cheveux plus d'une fois, on va pas se mentir, hein, dans le boulot, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la même notion de la ponctualité que nous. C'est-à-dire ? Toi, tu te dis, on fait une réunion à 15h30, moi, et pourtant, je suis pas la plus ponctuelle de tous, tu vois, mais moi, je me connecte à 15h30, 15h35, enfin voilà, j'essaye d'être à l'heure, quoi. Eux, une demi-heure de retard, c'est genre la base. Une heure de retard, c'est ok, et puis si tu viens pas, c'est ok aussi, quoi. Mais c'est vraiment ok. C'est comme ça. Donc ça les frustre pas, parfois d'attendre... Ah non. Et puis si ça les frustre, je peux dire, tu le montres pas. Ah oui. Donc, ouais. Le conflit, c'est quelque chose qui est pas du tout accepté en Équateur, enfin culturellement. Donc il y a beaucoup de fois où genre moi je disais, je sais pas, un fournisseur, j'ai le souvenir d'un fournisseur qui me dit, je viens pour 15h30, donc moi je dis, vous venez bien pour 15h30 ? Oui. Et le mec te dit, je suis en route. Alors déjà quand il te dit je suis en route, tu sais que quand il te dit voy para allá, c'est-à-dire je suis en route, tu te dis ok, le mec est pas parti. Ah oui, d'accord. Il est toujours chez lui. Ou à son bureau, il est pas encore parti. Tu vois, il faut décrypter ça. Ouais. Tu vois, s'il te dit si Dios quiere, si Dieu le veut, t'es dans la merde. Là, c'est... Voilà. Parce qu'il ne dirait jamais non, en plus, tu vois. Donc, Ah oui, ils ne disent pas non, les Équatoriens. Je sais pas si les Équatoriens, mais en tout cas à Quito, dans mon expérience, une fois de plus, parce que j'ai vraiment du mal à faire des généralités, j'ai pas trop envie de... Voilà, mais non, ils disent pas non. Ouais. Moi, je me souviens d'une soirée chez une... En plus, elle était suisse-allemande, la pauvre. Alors, elle, je pense que c'était encore pire que moi, tu vois, dans le genre extrême.
Elle fait une soirée chez elle et elle nous dit rendez-vous à 20h, machin. Ah oui, puis alors... Alors moi déjà, en plus j'étais en retard parce que je m'endors, tu vois. Donc j'arrive à 20h30, 21h, un truc comme ça. En disant, je suis trop désolée, j'arrive, tu vois. Je prends mon taxi, j'y vais. J'arrive chez elle, je suis la première à arriver. Il est 21h, elle est en pétard. Ah ouais. Je crois qu'on était 5 à être invités. Moi, je suis arrivée à 21h. Il y a une meuf qui arrive à 21h30, une autre à 21h, pareil, des brouettes. Et il y en a 2 qui sont jamais venus et qui ont jamais répondu pour dire qu'ils venaient pas. Ah oui. Tu vois. Mais je pense que eux, peut-être qu'ils ont pensé qu'il lui avait dit, qu'elle avait compris, tu vois. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir lire entre les lignes aussi. Enfin, pour nous, pas pour eux. Mais quand le mec te dit, bah, si Dieu le veut, ou ah ouais, peut-être, ça veut pas dire oui, en fait, tu vois. Ça veut dire on verra, en fait. Ouais. Et elle avait capté oui. Et en fait, je pense que l'Équateur m'a donné une flexibilité que j'avais peut-être moins avant, tu vois. Je me disais, bah, c'est un manque de respect, ou tu vois. Et même dans le boulot, ça m'a donné une flexibilité aussi, je pense. Alors, ça veut pas dire que j'accepte de commencer des réunions avec 1 heure de retard. Tu vois. Mais la notion de temps, derrière tout ça, c'est l'idée que, en fait, ton temps est quand même précieux, quoi. Et finalement, j'ai le sentiment, enfin moi, comment je l'ai compris à l'époque, c'est de me dire, ils vivent beaucoup plus dans le présent que nous. Alors quand je dis nous, français, occidentaux, j'en sais rien, mais tu vois, en tout cas que moi. Là où moi, j'ai été dans l'organisation de mes semaines, la planification, l'efficacité, demain je fais ci, après-demain je fais ça, dans une semaine c'est bon, tu vois. Ouais. Eux, ils vont y arriver autant que toi, hein. Ils vont avoir des résultats comme toi, peut-être qu'ils vont prendre un peu plus de temps, mais encore, je sais pas. Mais ils vont être tellement plus relax, quoi. Ouais, il n'y aura pas de stress. Ou alors un stress très internalisé, j'en sais rien, mais tu vois. Oui. Mais oui, et du coup, ils profitent, je pense, plus. Moi, c'est comme ça que je le vivais à ce moment-là, que je l'ai compris. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est cette notion de conflit. Comment tu fais s'il y a vraiment un problème pour le régler trouvé la technique. J'ai trouvé la technique au bout d'un moment. Déjà, ne jamais crier. Ouais. Ça sert à rien. Ça les braque. Enfin, vraiment, genre, crier, s'énerver, taper du pied, ne sert à rien. Enfin, vraiment, genre, tu vas braquer la personne en face. En fait, elle va complètement se fermer. Et ça, je l'ai vu plein de fois, tu vois. Plein de situations avec des autres. Parce que mon boss était français et il avait vécu... très longtemps au Japon d'ailleurs. Mais bon, il restait français, tu vois, et donc parfois il s'énervait et ça servait à rien en fait. Donc moi j'ai trouvé en fait, c'est vraiment, en tout cas la façon dont j'ai vu que les Équatoriens faisaient entre eux, et du coup moi j'ai fait pareil, il y avait un truc très... est-ce que vous pouvez m'aider en fait ? Parce que là j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez, tu vois. À demander de l'aide. Ouais, ça marchait de ouf. Et t'es presque en train de quémander, tu vois. Donc une fois, je te donne un exemple pour le boulot justement. On se retrouve avec des clients donc étrangers aussi, et on a un avion à prendre avec mon boss, donc qui est français, des clients qui sont étrangers, je crois américains surtout, et moi. Et c'est moi qui suis un peu en charge de tout ce qui est logistique et tout. Et il se trouve que cette compagnie d'avion qui est colombienne, j'ai jamais vu ça, ils avancent l'heure du vol. Sans nous prévenir. Non mais j'ai jamais vu un truc pareil. Bref, autant dire qu'on était vénère, tu vois. Oui. On loupe l'avion du coup. On loupe le vol, c'était un vol interne, t'arrives pas avec 1000 ans d'avance, tu vois. Et donc on loupe le vol. Et donc les mecs nous disent, on arrive, et les mecs nous disent, bah vous avez raté votre vol, tant pis pour vous, tu vois. Et mon boss se met dans un état en leur expliquant, mais les gars, vous ne pouvez pas avancer un vol, en fait ça ne se fait pas, tu vois. Ouais. Ça, c'est ton boss français, on est d'accord. Ouais, mon boss français, exactement. Mais moi, j'ai envie de réagir pareil, hein, honnêtement, je veux pas faire la maline, tu vois. Bah oui. Et je vois que le gars en face se braque totalement. Il est en mode, mais en fait, va te faire foutre. Enfin, moi, je collabore pas avec toi, tant pis pour toi, ton vol, tu l'as raté. Tu vois. Ouais. Donc là, je dis à mon boss, écoute, va avec les clients, aller boire un café. Voilà. Donc le gars, je vais le voir. Alors déjà, je suis une femme, donc peut-être que je la joue un peu, voilà, mais enfin, pas séductrice, mais un peu, comment dire. Est-ce que vous pouvez m'aider, ce que tu veux dire. Un peu genre voilà, un peu plus dans l'émotionnel aussi. Oui. Et donc là je vais le voir et je lui dis écoutez, on a des clients qui sont des clients très importants, je joue la carte du statut aussi. C'est très important le statut. Le statut social ? Social, ouais. D'accord. Donc je joue la carte du statut et je lui dis écoutez, là vraiment, nous en fait on est une entreprise franco-équatorienne.
Donc il y a des capitaux français et équatoriens, on est vraiment une collaboration entre nos deux pays. Et en fait, voilà, nous on fait en sorte que on a vraiment envie que l'Équateur, que notre marque du coup grandisse, et on est en train d'essayer d'exporter aux États-Unis, en Amérique. Donc j'essaye de lui expliquer qu'il y a des enjeux qui sont hyper importants, tu vois, de donner, en fait, de lui montrer qu'il a une responsabilité dans l'histoire, pour son pays, quoi. Pour son pays, parce que la fierté nationale est hyper importante. Faire rayonner l'Équateur. Voilà, et je lui dis vraiment, nous on est là pour faire rayonner l'Équateur. Et puis, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Je joue vraiment la fibre émotionnelle, quoi. Tu vois, genre vraiment. Et j'avais déjà vu ça. Je l'invente pas, en fait. Ouais. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu que ça marchait comme ça. Tu vois, genre, vous avez l'occasion d'avoir le beau rôle dans l'histoire. Genre, est-ce que vous. Si me puede ayudar, por favor. Et ça, c'est la phrase clé. Combien de fois elle m'a aidée, celle-là, tu vois? Ouais. Ayúdame, por favor. C'est vraiment genre, aidez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Mais ça t'ouvre des portes en or, en fait, en Équateur. J'avais pas compris, tu vois, ce truc. C'est fou. Ils peuvent pas te dire non, mais ils arrivent pas, tu vois. Ils sont en mode Voilà, quand j'ai capté ça, j'étais trop fière. Et en fait, je sais plus comment ça s'est fini cette histoire, mais on a trouvé un vol, on a attendu 1 heure de plus, et puis voilà, quoi. Trop bien. Donc la carte d'aider, de demander de l'aide. Demander de l'aide, et puis le truc un peu aussi, de jouer sur le statut. Le statut, l'orgueil national. Il y a une fierté il y a vraiment une fierté qui t'as peut-être pas, que moi je trouve pas en France, tu vois, un truc vraiment, c'est très important. Ouais, ils sont très fiers de leur pays, ça, moi j'ai trouvé ça trop beau, tu vois. Vraiment, ils sont fiers d'être équatoriens. Ils sont patriotes. Ils aiment leur drapeau, ils aiment leur hymne, ils aiment leur pays, ils aiment leur montagne. Voilà. Il y a une vraie fierté nationale. Il y a une vraie fierté nationale. En France, je trouve qu'on n'a pas de fierté nationale. Non, on peut être chauvin de plein de façons, mais on n'a pas de fierté d'être français. Ouais, c'est dommage d'ailleurs. Ouais. Eux, ils ont vraiment ça. Et tu parlais à l'instant du statut social en Équateur, comment ça se manifeste? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, que le statut c'est important? De ouf, hiérarchie. Est-ce qu'il y a des signes matériels, est-ce que matériellement ça se... Oui, ça des se espaces même, oui. D'accord. Ouais, pour te dire, tu vois, donc on était dans une entreprise franco-équatorienne, donc je travaillais avec mon boss qui était français, mais il y avait toute une partie équatorienne. Et il y avait un autre boss qui était équatorien. Ok. Et lui, alors déjà pour te dire, il est blanc comme toi et moi, il est grand comme toi et moi, déjà physiquement il est européen le gars, donc voilà. On a vu que ça voulait dire quelque chose. Il fait partie d'une des familles les plus riches d'Équateur, voilà. Le mec se déplace en jet privé, on est sur un autre niveau de... Voilà. Ouais. Et en fait, lui, il avait donc son propre bureau, dans les bureaux qu'on partageait. Moi j'avais pas de bureau, moi j'étais tout le temps l'électron libre, en galère et tout. Okay. Lui, il avait son propre bureau, et personne ne pouvait rentrer dans son bureau. Ah d'accord. Tu vois, mon boss, il avait son bureau, mais quand il était pas là, évidemment, je squattais son bureau, tu vois. Ouais. Lui, personne n'avait le droit de rentrer dans son bureau. Enfin, pour te dire, tu vois, vraiment, la hiérarchie est hyper importante, on respecte vraiment la hiérarchie, quoi. Enfin, en tout cas, dans le monde professionnel, moi, ça m'a frappé à quel point tu ne contredis pas ton boss, et encore moins devant d'autres gens, et c'est toujours lui qui va avoir le dernier mot, quoi. Moi, ça m'exaspérait, alors que moi, avec mon boss, on discutait, on était au même niveau, tu vois. Oui, il y a un vrai échange. Ouais. Pareil, quand t'es manager, il y a des tâches que tu fais pas, tu vois. Moi, je me souviens, on a créé un événement de lancement de la marque assez qualitatif dans un bel endroit et tout, machin. Et en fait, on était en galère sur l'événement. Bref, on était... Et donc, le directeur commercial, qui est espagnol, me dit « Marion, je t'aide », il prend les cartons, il sort les catalogues. Enfin, tu vois, il met les mains dans le cambouis, quoi. Ouais. L'équatorienne qui était au même niveau que lui, elle était en mode « C'est hors de question que je fasse ça. » Enfin, genre, c'est pas mon taf, en fait. Tu vois. Ah oui. Il y a quand même... Je ne m'abaisse pas à des tâches qui sont pas, tu vois, à mon niveau. Donc c'est dans les deux sens. Et c'est respecté des deux côtés. Tu vois. Vraiment, genre moi je me souviens même... dans les bureaux, il y avait une personne qui était un peu la femme de ménage, qui faisait aussi à manger pour tout le monde. Enfin, tu vois, c'était un truc qui se faisait beaucoup. Et elle, genre, quand je rentrais dans le bureau du grand chef pour me foutre à son bureau, parce que j'étais la seule à le faire, quand j'avais pas de bureau, je me foutais dans son bureau, je m'en foutais. Tu vois, au pire, il revenait, je lui disais, je te rends ton bureau. Si un de ses collaborateurs lui avait fait le coup, il lui aurait dit, en fait, non, c'est mon bureau, tu n'utilises pas mon bureau. Mais du fait que t'étais française... Moi, comme j'avais le statut de française, je suis hors catégorie. D'accord. Voilà, ouais. Ça, c'est quelque chose qui se voit pas mal, ouais. Ouais, il y a beaucoup de racisme, beaucoup de classisme. Ah ouais ouais, par la classe de peau, ouais, ça c'est terrible. Donc, dans quel sens, par exemple? Alors, je te raconte encore une autre anecdote, mais juste pour finir, pour te dire, la femme de ménage, c'était celle qui était la plus protectrice du bureau du grand chef, tu vois. Ah d'accord. C'est vraiment celle qui me disait, non mais tu peux pas faire ça, enfin, tu vois. Alors qu'elle, elle était tout en bas de l'échelle. Ah oui. Tu vois, il n'y avait pas ce côté revendicatrice, pas du tout. Ah oui, donc elle était garante du respect des strates. Ouais, exactement, ouais.
Ah, c'est fou ça. Ah, c'était alors fou. qu'elle Moi, est ça en m'a trop bas, choquée. entre guillemets, en bas de l'échelle, Ouais. donc elle pourrait être en mode vas-y, c'est bien. Ouais, ou même on juste... bouge les choses. Quoi. Ouais, exactement. bouger Non, les pas choses. du tout. Non, il n'y avait pas du tout cet esprit de rébellion. Non. D'accord. C'est très instauré. Et en fait, moi, je l'ai compris aussi petit à petit. Vraiment, maintenant, enfin, au bout de 2 ans, je comprenais à peu près, en voyant les gens, en les entendant parler, aussi de quelle classe sociale ils étaient. D'accord. Tu vois, il y a des mots que... En fait, j'avais une amie française qui, du coup, était dans un quartier parce qu'elle était éducatrice spécialisée. Ok. Et donc, elle était là pour une mission pour aider des enfants. Voilà, donc elle n'était pas dans le même genre de quartier que moi, forcément, qui était là pour le business. Et donc, elle était entourée de gens très différents, tu vois. Une classe sociale très différente, voilà. Même géographiquement, moi, j'étais au nord de Quito, elle était au sud. D'accord. Voilà, donc Quito, en fait, Quito est une ville très étalée, comme je te disais. Et en fait, on dit historiquement que les quartiers du nord sont les quartiers riches et les quartiers du sud sont les quartiers pauvres. D'accord. Et au milieu de Quito se dresse la Vierge. C'est vraiment, tu peux pas la louper. C'est sur une montagne, t'as une Vierge qui ouvre les bras vers le nord. Et on dit historiquement qu'elle ouvre les bras vers les riches et qu'elle tourne le dos aux pauvres. Enfin, Ah ouais. Ouais, c'est hyper catégorisé. C'est hyper fort comme C'est hyper message violent. quand même. Surtout que c'est la Vierge Marie, tu vois. Bah ouais. D'où Normalement, justement. D'où on lui prête un truc pareil, Bah, tu vois. c'est clair. Non, c'est terrible. Donc, si tu veux, même par quartier et par façon de parler aussi. Et donc, ma pote qui était dans ces quartiers-là, elle utilisait des mots où certains de mes amis équatoriens m'ont dit, tu vois, ton amie, elle parle pas le même équatorien que toi. Elle a chopé des mots que toi, t'as pas chopé parce que vous évoluez pas dans les mêmes strates de Quito. Elle, par exemple, pour te donner un exemple très concret, elle disait mande. Et mande, c'est une façon de dire pardon. Enfin, tu peux répéter comment, quoi, tu vois. Et donc, là où moi je disais jamais mande, jamais, comme je l'avais jamais entendu, je disais pas mande, tu vois, genre. Et mande, ça veut dire mandar, c'est le verbe mandar, et mandar, ça veut dire donner un ordre. D'accord. Donc ça veut quand même dire, donne-moi un ordre. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce et toi, que tu disais quoi pour dire quoi, par exemple? Moi, je disais pardon, pouvez répéter, enfin voilà, j'utilisais d'accord. d'autres mots, ou, tu vois. Ah oui, donc elle avait cette chopé expérience ce tic du sud de la ville. Ouais, elle avait chopé ce tic de langage qu'avaient certaines personnes. Et je me souviens que j'ai un ami qui m'a dit, bah tu vois, mande, c'est vraiment un mot qu'on utilise que dans certaines classes sociales. Il me le disait pas de façon snob, il me disait pour expliquer, pour que je comprenne. Et c'est vrai, après je me suis rendu compte que ma pote Maria Paz, qui vient d'un milieu quand même assez privilégié, jamais je l'ai entendu dire mande. C'est sa femme de ménage qui disait mande, tu vois. Ah ouais, c'est violent, c'est hyper stigmatisant en plus. Ça veut dire que sans le savoir, tu peux... Bon, après, même si en français, c'est vrai aussi. Dans certains lieux, tu vas avoir un langage un peu plus soutenu, j'imagine, que dans d'autres. Bien sûr. Là, c'est quand même... Ouais, c'est criant quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. Et du coup, tu allais me dire plein de choses comme ça. Il y avait quand même un racisme qui était au milieu présent. Bah alors forcément, de par mon milieu, de par là ce dans quoi j'évoluais, j'ai quand même sociabilisé ou rencontré beaucoup plus d'équatoriens de la haute, entre guillemets, ou de classe moyenne plus que d'équatoriens pauvres. Ça, c'est sûr. Même si je voyais les gens qui travaillaient à l'usine et tout, donc quand même, j'avais un lien avec certaines personnes de certains milieux. Mais bon, dans mon quotidien, voilà, même les mecs que je travaillais, les gens avec qui je travaillais, c'était quand même des gens plutôt classe moyenne plus, voilà. Et j'ai entendu beaucoup de choses très racistes, tu vois. Liées à la couleur de peau de la personne ou... Non, à la classe sociale. Donc parfois, c'est lié du coup aussi à la couleur de peau, ouais. Au bout de 3 mois où j'habitais à Quito, j'ai fait comment on appelle ça en équatorien, on dit un wasipichai. ça veut dire une pendaison de crémaillère. Ils ont beaucoup de mots comme ça, quechua, qui sont un peu au milieu de nulle part, là. Et donc j'ai fait une pendaison de crémaillère et j'ai invité tous les gens que je connaissais. Donc c'était un peu disparate. Il y avait donc des potes du boulot, ma pote française, 2 potes que j'avais rencontrés via le taf aussi qui bossaient en agence pour nous. Il y avait des amis aussi, d'amis, bref, voilà. Donc, autant dire qu'il y avait toutes les couleurs de peau, il y avait des Français, des Équatoriens, et des Équatoriens de plusieurs classes sociales, quoi. Et je me souviens qu'à un moment, il y a une nana qui est venue me voir, qui faisait partie de la haute, et qui m'a dit, mais tes amis équatoriens, là, qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait ? Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Elle était hyper raciste envers eux, quoi. Après, on a fait une photo de groupe, elle les a virés de la photo, pour te dire. Elle allait les voir pour leur dire, est-ce que tu peux prendre la photo ? Ah oui. Voilà. Bon, après, les comportements racistes, ça existe partout. Donc, je vais pas dire qu'ils sont tous racistes, mais il y a vraiment un classisme, en tout cas, qui est très très fort. D'accord. Il y a des choses que tu fais quand tu appartiens à une classe sociale, que tu fais pas quand tu en appartiens à une autre. Physiquement, dans la façon de parler, tu vois vraiment la diff, tu vois. Enfin, pour que moi, au bout de 2 ans, j'arrive quand même à m'en rendre compte, c'était, Là, t'as touché du bois. Du bois.
touche du bois. Très grave. C'est tout ce qui va être lié à vie pro, vie perso. En France, c'est vrai qu'on a tendance à vraiment faire une séparation vie pro, vie perso. En Équateur, comment tu l'as vécu ? Oh, je sais pas, ça vraiment je pourrais pas te dire, c'est vraiment compliqué pour moi de répondre à cette question, je pourrais pas te dire. Par contre, il y a peut-être un truc qui peut être lié que moi je trouvais très intéressant chez eux, c'est qu'en France, tu vois, et moi la première, on est dans un truc assez figé, tu vois, t'as fait ces études là, donc tu choisis un peu une voie, et après tu y vas quoi, tu vois. Ouais. Tu dévies pas en fait. On n'a pas beaucoup de flexibilité quand même dans nos choix de carrière, de plus en plus maintenant, parce que voilà, les temps changent. Mais s'il y a un truc qui, moi, m'a frappé en Équateur, c'est que les gars, ils avaient une flexibilité dans la gestion de leur carrière. Tu vois, genre, ma pote Maria Paz, elle a étudié la sociologie et l'anthropologie, et elle faisait un taf qui avait pas grand-chose à voir, en fait. Et en parallèle, elle faisait des études de psychologie. Et socialement, ça posait aucun problème Et socialement, ça posait pas de problème, tu vois. Et à côté de ça, j'avais une amie qui avait fait des études de droit, qui bossait pour une université, et qui en parallèle a monté un petit business un jour comme ça, se dit oh tiens je vais peindre des dessous de plats et puis je vais les vendre. Tu vois, il y a une sorte de flexibilité dans la... Bah déjà ils ont pas de sécurité, hein, il faut le dire, financière. Il n'y a pas de matelas Il n'y a pas de matelas. Je nuance parce que quand j'y étais, il y avait un président qui s'appelle Rafael Correa qui a fait couler beaucoup d'encre, qu'on adore ou qu'on déteste, mais en tout cas on en a un peu entendu parler en France. Il est resté longtemps au pouvoir. Et lui, il avait créé la sécurité sociale équatorienne. D'accord. Il a fait refaire toutes les routes aussi d'Équateur, donc qui sont en très bon état. Voilà, bon, certains disent que du coup, il a défoncé tout le budget du gouvernement et que du coup, il n'y a plus rien maintenant et que l'Équateur se retrouve complètement endetté. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils n'ont pas de notion de sécurité sociale comme nous, on l'a en France, tu vois. Ouais. Genre, il n'y a pas le chômage. Et du coup, il y a un espèce de... Enfin, moi, je me rendais compte à l'époque, je me disais, mais ils ont un truc où ils sont beaucoup plus comme les Américains, quoi. Beaucoup plus dans la débrouillardise. Quoi qu'il arrive, ils travaillent, quoi. Quoi qu'il arrive, ils travaillent. Et surtout, genre, c'est ok de se dire, ah bon, bah, je vais tenter ça, ou je vais tenter ci, ça marche pas, tu vois. Ouais. En fait, il y a moins la peur de l'échec. Il y a moins la peur de l'échec, et puis il y a moins de cloisonnement, tu vois. C'est pas t'es entrepreneur ou t'es salarié, c'est pas t'es en marketing ou t'es en com, tu vois, il y a moins ce truc... hyper, alors c'est cloisonné en termes de classe sociale, ça c'est sûr, mais moi je trouvais que dans leur relation au travail, ils étaient beaucoup plus flex que nous, tu vois. Ouais. Du coup, tout à l'heure, tu me disais, ton manager était français. Il avait vécu 12 ans au Japon avant, ou 8 ans je crois. Soit dit entre nous, différence culturelle, Japon-Équateur. Ah non mais c'était l'enfer pour lui. Ça devait être hyper dur. Hyper dur. Il y avait une exigence, mais déjà pour moi française qui était, voilà... Mais alors pour un Équatorien, je pense que c'était pas... Et puis en plus, il maîtrisait pas très bien l'espagnol, donc ouais, c'était très dur pour lui. Les premières... Parce que donc, j'étais dans la food, et j'ai dû faire des shootings photos de bouffe. Mais va trouver un photographe culinaire en Équateur, tu vois. En 2014, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, c'était pas un métier qui existait. La gastronomie en Équateur, c'était pas le truc qui mettait en avant, si tu veux. Là où au Japon, la gastronomie, c'est un truc qui est hyper présent. Donc des photographes culinaires, t'en as à foison, quoi, comme en France. Ouais. Donc moi, si tu veux, je me suis retrouvée à essayer de trouver un bon photographe, à travailler avec un chef équatorien qui était bon aussi, et à leur dire, bon les gars, il va falloir qu'on soit au niveau, quoi. Donc c'est moi vraiment qui ai fait vraiment passerelle entre lui et ces gens-là, mais moi je me souviens des premières photos, il les a vues, mais il m'a défoncé le truc, tu vois. Vraiment, genre, photo par photo, mais c'était trop bien, j'ai vachement appris comme ça. Ouais. Photo par photo, il m'a dit, bah tu vois, là, l'ombre, elle est pas ouf. Là, le coulis, tu vois, la lumière est pas géniale. Et bon, à la fin, il m'a dit, écoute, Marion, franchement, pour un premier jet avec des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, c'est incroyable ce que t'as fait, tu vois, mais on va pas les utiliser. J'adore. C'était magnifique, mais c'est mort. C'était génial, on l'a refait. Tu vois, c'était un peu ça. J'adore. Alors attends, en parlant de bouffe, parce que là du coup on est en train de parler de coulis de chocolat, ça me donne faim. Ouais. D'un point de vue purement culinaire, wow. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en Équateur? Ouais. Les soupes, putain, ils adorent ça quoi, c'est un truc de fou, ils bouffent des soupes. Toutes sortes de soupes. Toutes sortes de soupes, avec plein de trucs dedans, ça m'a vachement marqué. Ils mangent beaucoup de graines aussi. Il y a beaucoup de graines de maïs, graines de je sais pas quoi.
du quinoa à gogo, ouais, beaucoup de patates, ils sont très fiers de ça. Sur la côte, beaucoup de fruits de mer. Franchement, la gastronomie, c'est pas mauvais, tu vois, mais t'y vas pas pour ça. Voilà. Après, moi, il se trouve que j'y allais pour bosser dans le food et notamment dans le chocolat, donc ça, il faut quand même le dire. Et moi, je me suis surtout éclatée avec les matières premières. Vraiment, les fruits exotiques, la centaine de graines, comme on disait, centaines de patates. C'est surtout ça qui m'a impressionnée en Équateur, c'est la nature qu'ils ont, tout ce que produit la nature qui est incroyable, quoi. Et en plus, comme on était dans le cacao et dans le chocolat, je me suis encore plus éclatée, tu vois. En fait, une partie de mon métier, ça a été beaucoup d'aller voir les producteurs à la source et d'aller comprendre comment ils vivaient dans le cacao, tu vois, comment... Si tu veux, dans le monde du cacao, les gros producteurs de cacao, c'est en Afrique de l'Ouest. C'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire, mais culturellement, c'est pas ancré dans leur culture le cacao comme en Amérique latine, puisque le cacao historiquement vient d'Amérique en fait. Oui. Voilà, on a trouvé les premiers vestiges qu'on a trouvé de cacao, c'était à la frontière entre l'Équateur et le Pérou. Et les premiers à avoir, en tout cas les plus anciens à avoir utilisé le cacao comme bouffe, c'est les Aztèques. D'accord. En faisant une boisson à base de cacao et d'eau. Donc, si tu veux, il y a une vraie culture chez eux. Et moi, je trouvais ça passionnant d'aller voir les agriculteurs, les paysans, là, et voir comment ils avaient leur lopin de terre et leur cacao, et nous montrer comment ils ouvraient les cabosses, comment ils faisaient leur propre cacao maison aussi. Tu vois, ça, c'était passionnant. On a fait ça avec le cacao, on a fait ça avec le lait aussi, parce qu'on faisait du chocolat au lait, donc... On a trouvé avec mon boss des communautés au milieu des Andes avec leurs vaches, là, qui traillaient leur lait, qui les amenaient à la coopérative tous les matins... et qui nous expliquait comment ce lait, c'était en fait leur gagne-pain, quoi. C'était la seule façon pour eux de vivre, mais c'était fou, quoi. Et ils vivaient décemment de ça ? Et ils vivaient décemment de ça grâce à la coopérative, justement. D'accord. En plus, en termes de marketing, c'était génial. On a pu raconter toute une histoire autour de ça. Nos clients, on les amenait justement pour qu'ils voient ça. Et puis, on a fait pareil pour le sucre. Nos fournisseurs de canne à sucre, c'était une famille. Donc, c'était de père en fils, ils faisaient ça. Et ils m'ont expliqué comment ils allaient... ils m'ont emmené dans les champs de canne à sucre. Ils m'ont montré comment ils pressaient la canne à sucre. Enfin, tu vois, en fait, ils ont tout un savoir-faire. Enfin, je dirais pas que la gastronomie, c'était le truc le plus intéressant. Mais par contre, ils ont un savoir-faire autour de la matière première qui est incroyable. Ça, c'était vraiment trop beau pour moi de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés en tant que touriste ou juste en tant que meuf qui vit, tu vois. Genre, tu vas pas te balader comme ça... Je pense que, tu vois, ça a été les premières graines aussi de ce que je fais maintenant dans mon métier, que j'adore les gens passionnés par leur métier. J'adore voir les gens passionnés par leur travail, les enquêter, les interviewer même. C'était ça, en fait, déjà, ce que je faisais à l'époque, tu vois le lien. Ouais. Et ça m'a permis vraiment aussi d'aller à la rencontre de communautés rurales. J'aurais jamais fait ça si j'étais restée à Quito, tu vois. Enfin, j'allais vraiment dans des bleds, mais complètement paumés, quoi. En tant que femme, t'avais pas peur ? Non, même parce que j'étais toujours avec un collègue, j'étais jamais seule. Déjà, je conduisais pas moi à l'époque, donc je me faisais conduire partout. Madame la princesse. Madame la princesse, exactement. Alors, justement, là, je te parlais du fait d'être une femme. Est-ce que dans le milieu professionnel, t'as senti une différence du fait que t'étais une femme ? Ah carrément. Ouais. Franchement, ça c'était chiant. Beaucoup de machisme, Ça, c'était vraiment chiant. Alors, comme j'étais européenne, j'avais quand même un peu de chance. J'étais pas traitée, je pense, comme une femme équatorienne, clairement pas. Mais par contre, je me suis retrouvée dans beaucoup de situations où le mec en face, soit il te soutient pas, soit il te dénigre, soit pire, il te drague, quoi. Oh. Et ça c'était difficile, Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris de savoir m'affirmer. Et en fait, il faut dire aussi que j'ai été beaucoup soutenue par mon manager, franchement. Mais il y a eu beaucoup de situations où j'ai dû poser des limites. Et comment tu t'y es prise ? Je sais pas. Franchement, je pense que je l'ai dit, tout simplement. J'ai été cash. T'as dit, je suis pas là pour ça. Ouais, exactement. Ouais, j'ai été cash. On parlait tout à l'heure du conflit. Ça a pas cassé quelque chose dans la relation ? Le fait de t'imposer Non, parce que j'étais quand même leur gagne-pain, on va pas se mentir. J'étais souvent la cliente. Parce que, en fait, finalement, ce dont je te parle, c'était mes fournisseurs, les agences avec lesquelles je bossais, que ce soit en marketing, en digital. C'était jamais lourd, c'était jamais dit explicitement, mais c'était insinué, c'était, tu vois. Les Équatoriens, quand ils communiquent au quotidien, du coup, ils sont très indirects. Enfin, ils sont pas explicites dans leur façon de communiquer. Non. Ils vont utiliser des expressions, des images. Ouais, ils sont pas explicites du tout. Ouais, et ils sont très premier degré. Ah, ils comprennent pas le second degré. Non. Ça, c'est rigolo. Non, moi, j'ai le nombre de fois où j'ai fait des blagues, genre, dis donc, on paye ici, tu vois, alors qu'il fait hyper chaud, et la personne en face... Je dis, mais non, mais il fait hyper bon, Marion, tu sais, là, genre... Ça, c'est excellent. Le nombre de fois où j'ai fait du cynisme, et tu vois,
c'est aussi pour ça que les amis que je me suis fait, c'est des amis qui ont voyagé, parce qu'ils étaient morts de rire quand je faisais ça. J'aurais quand même tendance à dire que c'est assez français, le cynisme et le second degré. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, tous les Équatoriens avec qui je suis amie, c'est des gens qui ont vécu en Europe ou qui ont eu un lien avec l'Europe. Ouais. Tu vois, il y a quand même quelque chose où il y a un terrain où on se retrouve, quoi. Ouais, complètement. Qu'est-ce que t'as retenu de cette expérience en Équateur ? Je retiens honnêtement déjà une première expérience professionnelle incroyable. Ouais. La suite a été une décadence, non c'est pas le mot quand même. une chute progressive, catastrophique. Mais non. Non, franchement, ça a été un début de carrière incroyable. J'ai appris énormément de choses professionnellement parlant. J'ai beaucoup voyagé aussi, on n'en a pas trop parlé, mais j'ai beaucoup voyagé dans la région, en Équateur. Vraiment, genre, j'ai été dans énormément de bleds, même mes potes équatoriens, ils disaient mais tu connais un nombre d'endroits genre, où je suis jamais allée de ma vie, tu vois. Donc ça, vraiment, c'était incroyable, une découverte, vraiment d'un pays. Mon entreprise ne m'a pas proposé de rester, malheureusement, c'était pas dans le contrat, mais moi, je serais restée. Je serais, peut-être pas à vie, mais j'aurais bien aimé, tu vois, au lieu de vivre 2 ans, j'aurais bien aimé y rester 3-4 ans. J'aurais adoré, ouais. Ouais, parce que j'y ai vraiment trouvé une douceur de vivre. Je retiens, et puis un accueil, des gens hyper sympas, quoi. C'est ouf, parce que si on revient au début de l'épisode, quand tu me disais quelle image t'avais du pays, grave, pas du tout l'image que j'en avais. Et finalement, j'aurais bien vécu là-bas 4 ans. Ah non, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que la veille de mon départ, j'étais en PLS, j'étais en panique, je dis à ma mère, je veux plus y aller, Ouais. Elle dit, mais non, t'inquiète, elle essaye de me rassurer comme elle peut, et puis au bout d'un moment, je lui dis, mais maman, j'ai pas de lunettes de soleil, genre, je pars en Équateur, j'ai oublié, j'ai pas de lunettes de soleil, je sais pas pourquoi. Je peux partir là. Non, mais et puis sous-entendu, j'en trouverai pas sur place. Vraiment. Ah oui, t'avais vraiment, j'étais en mode, je ne trouverai pas une paire de lunettes de soleil là-bas. Donc ma mère m'a dit, écoute, je te file mes lunettes, comme ça t'en auras, mais n'importe quoi en fait. Il y a tout là-bas, j'ai même trouvé, je sais pas, il y a tout. C'était incroyable. Ouais, une vie, une expérience, que tu peux demander à Clément, je parle souvent de l'Équateur. Hein. Je pense que toute ma vie, ça m'a vraiment marqué. Expérience unique. Expérience unique, ouais. Écoute, merci beaucoup Marion, j'ai adoré. Franchement, je me suis éclatée. Avec plaisir. Cool. C'était pas trop long. Non, j'ai pas vu le temps passer. Je regardais tout à l'heure, là, je crois qu'on est à 1h30 d'enregistrement. Ouais, c'était génial. Merci de m'avoir fait revivre cette expérience. Écoute, avec j'ai adoré. Plaisir. Merci de l'avoir partagé avec moi. Je sais pas vous, mais moi, j'ai adoré cet échange avec Marion, et c'est pas uniquement parce que je la connais, mais je pense vraiment que le contenu de notre échange était incroyable, et j'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi, parce qu'à l'avenir, ponctuellement, j'aimerais bien poursuivre ce format et aller à la découverte de nouveaux pays auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'en allant découvrir une culture a priori à l'opposé de la Chine, enfin tout du moins géographiquement, je me suis aperçue que finalement, il y a quand même des points communs. Par exemple, le fait qu'ils ne disent pas non. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais le 2e épisode du podcast, il est intitulé « Comment les Chinois disent-ils non ?» et ça m'y a quand même fait beaucoup penser. Avant de vous quitter, j'aimerais revenir sur quelque chose que Marion a dit quand je lui ai demandé de nous parler des Équatoriens. Elle m'a répondu « Je ne veux pas faire de généralité ». Et c'est une remarque qui est super pertinente et importante. Quand on parle de différences culturelles, on ne parle pas de généralité, mais de tendance. On va prendre un exemple très simple. On est environ 68 millions de Français dans le monde. Parmi ces 68 millions de personnes, une grande majorité va avoir des habitudes culturelles communes. Par exemple, je vous donne un exemple random comme ça. Les Français ont pour habitude de dire bonjour lorsqu'ils rentrent dans un ascenseur. Est-ce que tous les Français le font ? Bien sûr que non. Et c'est parfaitement normal et c'est ok. On reste quand même tous des individus, donc on est tous différents. Il n'empêche que la grande majorité des Français dit bonjour en rentrant dans un ascenseur. C'est donc un trait culturel commun. Alors, on ne se rend pas compte, bien sûr, que c'est culturel, peut-être même que je vous l'apprends, mais en fait, dans plein de cultures, quand on rentre dans un ascenseur, on ne dit pas bonjour, et même, c'est très suspect de dire bonjour en rentrant dans l'ascenseur. Pour comprendre l'essence d'une culture, en fait, on regarde ce qui revient souvent, ce qui structure les comportements d'un groupe dans son ensemble. Ça veut pas dire qu'on est tous pareils, ça veut juste dire que si un comportement se répète à grande échelle, c'est certainement un trait culturel. Donc quand je vous dis que les Chinois ne disent pas non de façon explicite, ou bien qu'ils évitent le chiffre 4, ce sont des tendances culturelles, ce sont des repères, pas des règles absolues.
Voilà, je ferme la parenthèse, mais ça me paraissait vraiment important de vous partager ce point et je pense qu'en plus ça va vous intéresser. Je tiens à remercier Marion qui nous a proposé d'être interviewée au micro de Cross Culturel. Cet épisode prend donc fin. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, il y a 2 choses que vous pouvez faire pour me soutenir. Tout d'abord, prendre 10 secondes pour me mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Merci. Et puis partager cet épisode à quelqu'un de votre entourage que ça pourrait intéresser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'Amérique latine en France. Donc si vous pensez là tout de suite à quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager l'épisode. Je vous dis à bientôt sur Cross Culturel.